Salut à tous les futurs entrepreneurs, bienvenue dans ce troisième épisode d'Immersion. Dans ce troisième épisode, on va mettre en place la première étape pour lancer ton business dès aujourd'hui. Trouver ta thématique. Juste avant de commencer cette vidéo, je sors d'un entretien avec un collègue entrepreneur qui lui est plutôt dans le côté consulting et qui m'aide justement à gérer tous les aspects marketing et growth hacking de mes différents business. Si ça vous intéresse d'être vraiment dans le concret et de comprendre comment on met en place certaines stratégies marketing, je vais dans quelques jours à Lyon justement pour le voir et on va parler de tout ça. Donc si tu veux un épisode d'immersion juste sur ce rendez-vous et cet aspect business technique, tu me le fais savoir, tu réponds au sondage qui apparaît juste maintenant. En attendant, je vais à la muscu et on se retrouve juste après. Une seconde pour te trouver un cadre plutôt sympa. Salut à toi et bienvenue dans ce troisième épisode d'Immersion. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment trouver ta passion, comment savoir si elle est rentable et comment te différencier. À la base, je voulais vous faire 3 épisodes, chacun portant sur un sujet. Finalement, j'ai décidé d'essayer un autre format puisque actuellement je suis en Suisse et j'ai pas la connexion pour vous poster plusieurs vidéos. Donc je réunis tout ça dans cette vidéo, on va condenser l'information et pour ça on se retrouve sur un format screen record. Autrement dit, je vais t'enregistrer mon écran et je vais te mettre de l'affichage afin que tu puisses évoluer en même temps que moi et surtout prendre des notes sur ton carnet qui t'est, je te le rappelle, très important et d'une grande utilité. Donc t'es prêt? On passe au sujet de la vidéo, c'est parti, let's go! Ok les gars, première étape, trouver sa passion. Alors, étant donné qu'on a tous grandi dans la même société avec les mêmes médias et les mêmes moyens de communication, on peut être amené à se demander si aujourd'hui on a vraiment une passion. Parce que globalement, si vous demandez à votre entourage autour de vous, est-ce qu'ils ont une passion? Ils vont vous répondre globalement le sport, les voyages, la mode, les réseaux sociaux. Bref, on va tous tourner autour du même cercle d'intérêt et globalement, on va difficilement sortir de ce cadre. Donc, quand on se questionne vraiment et qu'on voit ces réponses, on peut être amené à se demander si on a vraiment une passion. Et la réponse est évidemment oui, mais il est difficile parfois de s'en rendre compte et peut-être que tu n'as pas encore trouvé la tienne. Pour cela, je t'invite à te poser une question. Si aujourd'hui, tu n'avais aucune limite financière, qu'est-ce que tu ferais de tes journées ? Si tu continuerais à jouer de la guitare dans ta chambre, si tu continuerais à jouer aux fléchettes par exemple, si tu continuerais à prendre des fleurs en photo parce que tu adores ça et que tu aimes la photographie, alors effectivement, là, il se peut que ce soit ta passion. Cette question, telle que je vous l'ai posée, en termes de programmation neurolinguistique, elle a un effet déclencheur dans votre cerveau. Mais malgré ça, je suis sûr que certains d'entre vous n'ont pas encore trouvé leur passion. Et c'est normal. On va partir du principe que tu n'as pas trouvé ta passion. Et pour ceux qui l'ont déjà trouvé, ce principe et cet exercice que je vais faire avec vous dans une seconde, prenez un stylo, en meilleur état que moi, c'est mieux, une feuille et on va faire cet exercice de projection et de visualisation tous ensemble. Let's go! Alors, quand je te dis une feuille et un stylo, c'est important. Prends pas un bloc-notes numérique, un smartphone ou une tablette. Non. Le fait d'écrire, ça va déjà conditionner ton cerveau et tu vas réfléchir d'une différente manière. Donc, prends une feuille et un stylo. Encore une fois, conditionnement. Tu conditionnes ton esprit, tu conditionnes ton cerveau et on y va. Ok, maintenant pour passer à la suite, je pars du principe que tu as trouvé de quoi écrire. Donc, si ce n'est pas le cas, je t'invite à faire pause et à revenir dès que tu es prêt. Sur cette feuille, je veux que vous fassiez une to-do list, c'est-à-dire vous faites des tirets et vous mettez toutes les activités que vous aimeriez faire cette année. Pour ce qui est de la limite, il n'y en a pas. L'idée, c'est d'en écrire un maximum, ça serait bien que tu en aies au minimum 10. Ok, maintenant tu as ta liste. Pourquoi est-ce si important de faire ça ? L'expérimentation. Aristote et Galilée, pour ceux qui connaissent l'histoire. Ok, maintenant j'ai une question pour toi et je t'invite à répondre soit par oui, soit par non. Est-ce que tu es prêt ? Bon, là, j'imagine que normalement, tu as dû répondre oui. Super. Est-ce que tu connais le saut en parachute ? Je te laisse quelques secondes pour réfléchir. Oui, tu connais le saut en parachute ou non, tu ne connais pas le saut en parachute. Maintenant, pour tous ceux qui ont répondu oui, pour tous ceux qui croient connaître le saut en parachute, j'ai une deuxième question pour vous. Est-ce que vous avez déjà sauté en parachute ? Oui, non. Si la réponse est non et que tu n'as jamais sauté, tu ne connais pas le saut en parachute. Tu connais le concept, tu connais une réalité relative, mais tu ne connais pas la réalité absolue. Où c'est que je veux en venir ? L'expérimentation. Tu ne peux pas être passionné par quelque chose que tu ne connais pas. C'est pour ça que je t'invite à faire ta to-do list, à réaliser ces activités et tu verras si oui ou non tu as envie de les refaire, si oui ou non elles te passionnent et si oui ou non c'est quelque chose que tu ferais tous les jours si tu n'avais aucune restriction financière. Si dans cette liste, une des activités répond à ces critères, tu as trouvé ta passion.
Maintenant, reprenons l'exemple du saut en parachute. Tu essayes et tu te rends compte qu'au final, tu aimes pas. Tu étais persuadé que tu allais aimer, ton cerveau était conditionné en se disant qu'il allait aimer parce que pour lui, sauter en parachute, c'était quelque chose de cool. La réalité relative que le cerveau se faisait du saut en parachute, c'était quelque chose de cool. Maintenant, tu as essayé et la réalité absolue, le fait de te retrouver dans le vide, de sauter à 4000 mètres, d'avoir peu d'oxygène, des difficultés à respirer, de sentir plusieurs fois le poids de ton corps, etc., etc. Pour ceux qui ont déjà sauté, vous voyez de quoi je parle. Bien sûr, c'est un réel kiff. Enfin, ça dépend des personnes, mais il se peut que vous rendiez compte justement en sautant que vous n'aimez pas ça. Et vous vous rendrez donc compte que votre cerveau n'était pas attiré par le saut en parachute, mais par sa réalité relative, autrement dit, par l'inconnu. C'est pourquoi il est vraiment important d'expérimenter pour se rendre compte si oui ou non vous aimez réellement quelque chose. Attention, autre point important, si c'est la première fois que tu essaies cette activité, il y a de fortes chances pour que tu sois complètement nul. Mais du coup, il est important que tu sois tolérant avec toi-même. Moi, par exemple, si tu me demandes de jouer de la guitare, je sais très bien que je vais être une réelle quiche, que ça va casser les oreilles à tout mon voisinage et que même toi derrière ton écran, tu vas avoir envie de me défoncer. Mais quelle que soit l'activité que tu auras choisie, garde bien en tête que si tu pratiques plusieurs fois de manière régulière et que tu t'appliques dans ce que tu fais, forcément, il y aura une progression. Pour l'exemple de la guitare, par exemple, tu arriveras peut-être à faire quelques accords, tu arriveras peut-être même à jouer au clair de la lune, mon ami Pierrot, viens on se barre à mal, t'es fini les impôts. Bref, essaye et sois tolérant avec toi-même. Pratiquer va te permettre de te rendre compte si cette activité est une passion ou non. Je prends mon exemple avec YouTube il y a 2 ans, j'adorais faire des vidéos, mais quand j'ai fait la première vidéo en me filmant moi, j'ai détesté ça, ça a été une catastrophe. J'aimais pas voir ma tête à l'écran, j'aimais pas faire du montage, j'aimais pas entendre ma voix et aujourd'hui, 2 ans après, c'est devenu mon activité principale. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'adore ça et la vidéo, faire des vidéos, être sur la vidéo, c'est réellement une passion parce que je peux apporter aux gens une aide précieuse et j'adore ça, c'est un vrai kiff. Et d'ailleurs, ça paraît évident, mais si me voir en vidéo posait toujours problème, je n'aurais jamais participé à Ninja Warrior sur TF1, c'est-à-dire sur la chaîne de télé la plus regardée en France. Ok, maintenant t'as trouvé ta passion, t'as ton idée de business, c'est cool, on peut passer à la suite. Maintenant, la question c'est, ta passion est-elle rentable? Peut-elle te permettre de construire un business qui va te rapporter de l'argent, non seulement demain, mais surtout sur le long terme? Alors, je vais jouer carte sur table avec vous, toutes les passions ne sont pas viables, mais globalement 9 sur 10 le sont, puisqu'avec les bons process, tu peux faire ce que tu veux. Ceci dit, si dans ta thématique tu réponds à un besoin profond, tu n'as quasiment aucune chance d'échouer. Avoir confiance en soi, se sentir mieux, faire du sport, mieux manger, il existe des tonnes de choses, tout ce qui peut apporter de la valeur à une personne et qui répond à un besoin profond, t'as pas de souci à te faire. Par contre, si t'es plutôt dans le divertissement, genre comment apprendre à jouer au baby-foot, tu peux toujours te faire un business autour de ça, ça peut fonctionner, mais sur le long terme, ça sera beaucoup moins viable. Tout ce qui va être divertissement, personnellement, je te conseille de le mettre de côté et de trouver plutôt la problématique dans cette thématique qui répond à un réel besoin profond. Si par exemple, tu vas apprendre aux gens à jouer au poker, c'est du divertissement. Si tu apprends aux gens à gagner leur vie en jouant au poker, là, on passe dans du réel besoin profond. Parce qu'il faut garder en tête qu'une passion qui ne te rapporte pas d'argent, c'est une passion. Une passion qui te rapporte de l'argent, ça devient un business. Premier point très important, existe-t-il de la concurrence dans ta thématique? S'il n'y en a pas, tu es un futur milliardaire, tu es l'ingénieur du siècle et je te félicite. Non, je plaisante, tu es en train de foncer dans un mur. S'il n'y a pas de concurrence, c'est tout simplement que le marché n'a pas de clients. Par contre, à l'inverse, voir de la concurrence, c'est très bon signe. Ça veut dire que le marché a déjà des clients et que ces clients dépensent déjà de l'argent dans ta thématique. Donc, tu as juste à positionner ton offre sur ce marché. Deuxièmement, ton passé. Pose-toi simplement la question si toi, dans ta thématique, tu as déjà fait des recherches. Comme si je prends mon exemple dans le fitness, est-ce que j'ai déjà cherché comment prendre du muscle? Est-ce que j'ai déjà eu recours à un personal trainer? Tu prends les problématiques clés de ta thématique et tu vois si tu as déjà fait ces recherches. Si la réponse est non, ça détermine clairement la rentabilité de ta thématique, puisque tu vas difficilement réussir à créer un business pour répondre à une problématique qui n'existe pas. Ok, on passe au troisième point. Il y a un besoin profond, il y a de la concurrence et globalement, tu as plusieurs problématiques dans ta thématique. Génial, ton idée est rentable. Maintenant, n'oublie pas une chose, tu débutes, donc tu as peu de valeur à apporter aux gens. La crédibilité, c'est long à mettre en place, ça se forge avec le temps, avec la connaissance et avec l'expérience. Donc si tu veux te démarquer de la concurrence alors que tu débutes, il est important de te nicher précisément. Parce que si tu vises trop large au départ, tu vas pas toucher grand monde. Alors que à l'inverse, à l'image d'une loupe qui concentre les rayons du soleil, si tu mets toute ton énergie sur une plus petite clientèle, tu vas pouvoir cibler davantage de personnes. Et ça, c'est important. C'est ce qu'on appelle un business de niche. Par exemple, dans le sport, si tu me dis je veux être dans la thématique de la musculation, ok, c'est bien, mais tu touches des millions, voire des milliards de personnes. Si tu me dis je veux être dans la musculation perte de poids, ok, déjà peut-être que tu cibles un peu moins de personnes, on va dire plusieurs centaines de milliers. Et là tu me dis ouais, mais je veux faire de la musculation, perte de poids et troisième niveau, je veux me nicher dans les femmes. Alors la perte de poids chez les femmes en musculation. Ok, super. Donc là déjà tu vas cibler une dizaine de milliers de personnes. Bon, j'exagère mais tu comprends l'idée. Petit à petit en fait tu restreins. Tu peux même passer sur un quatrième niveau qui est par exemple
Ok, musculation, perte de poids, femme, plus de 40 ans. Là, clairement, tu vas toucher beaucoup moins de personnes et ça sera plus facile pour toi de cibler ces personnes-là avec ton produit. Si tu ne veux pas te spécialiser, libre à toi. Tu peux essayer de toucher à tous les domaines, mais je te le dis honnêtement, tu as 99% de chances de te brûler les ailes et d'échouer. C'est typiquement l'erreur que moi j'ai fait à mes débuts. Quand j'ai commencé YouTube, j'ai créé des programmes de musculation et des vidéos dédiées à la prise de muscle chez les jeunes. Déjà, grosse erreur puisque les jeunes, moins de 25 ans, n'ont quasiment pas de pouvoir d'achat. Donc ça va être difficile de leur vendre des produits et encore plus des produits chers. Deuxième erreur, je me suis, on va dire en partie niché, tu vois, chez les jeunes, 20 ans, garçons, muscu, prise de masse. Bon, ok, mais j'aurais mieux fait de me nicher ailleurs. J'ai pas choisi le bon endroit, tout simplement parce que déjà, il n'y a pas de pouvoir d'achat. Et deuxièmement, parce que la demande, c'est pas vraiment un besoin profond. C'est un besoin qui est plutôt temporel et éphémère. À l'inverse, la perte de poids, c'est plutôt un besoin profond dans la mesure où tu vas te sentir mieux et tu as ce besoin de perdre du poids parce que tu as envie d'être mieux dans ton corps. Mais d'un côté, tant mieux si j'ai fait cette erreur parce que ça m'a permis de m'en rendre compte et aujourd'hui avec la sèche, on cible une toute autre clientèle. On répond à un besoin profond, il y a une forte demande et on aide énormément les gens puisqu'on organise ça sous forme de concours avec plus de 10 000 euros de cadeaux à la clé. De quoi largement te motiver à faire du sport depuis chez toi, il y a qu'à voir tous les avis qu'on reçoit, c'est vraiment gratifiant de recevoir tous ces messages et on est content de pouvoir aider autant de personnes. Il faut vraiment que vous soyez capable de répondre à un besoin profond, d'aider les gens et d'offrir un maximum. Offrez et vous recevrez. Parce que la clé du succès, réellement, elle est là. Il faut que vous aidiez les gens, il faut que vous apportiez énormément de valeur, il faut que vous donniez de votre personne. Si vous donnez, ensuite, vous pourrez recevoir. Mais il est important de comprendre ça et ne pas chercher à uniquement créer un business qui rapporte de l'argent. Créer un business qui crée de la valeur. Créer un business qui aide les gens. Et là, vous créerez de la richesse. Maintenant, si comme moi, tu as tendance à avoir 5000 idées à la fois et t'éparpiller, je te conseille un livre qui est excellent qui s'appelle The One Thing. Je te mets le lien dans la description. Il permet de booster ta productivité et de te focus sur une chose à la fois. Franchement, moi, il m'a énormément aidé. Enfin, troisième étape, comment te différencier et te démarquer de tes concurrents. Premièrement, il va falloir augmenter ton niveau de compétence. Puisque ça va te permettre d'augmenter deux choses, la valeur que tu apportes et la rareté de tes produits. Plus tu apportes de la valeur, plus ce que tu fais est rare. Et quelque chose qui est rare est quelque chose qui est cher. Autrement dit, plus tu apportes de valeur, plus tu pourras facturer cher. La conséquence directe, qu'est-ce que c'est? Double avantage, c'est que premièrement, plus tu vends un produit cher, moins tu auras besoin de clients pour en vivre. Et donc forcément, deuxièmement, tu n'auras pas besoin de beaucoup de clients pour atteindre ton indépendance financière. En suivant ce schéma, certes, l'indépendance financière n'est pas très loin, mais ce que tu gagneras surtout, c'est ta liberté. Pour ma part, quand j'ai commencé à faire du coaching sur Internet, j'étais pas spécialement connu. Ce que je faisais, c'était pas rare, c'était ultra courant. Et donc, j'arrivais pas à facturer cher. Je facturais même les étudiants à 15 euros par mois. Aujourd'hui, avec toutes les formations que j'ai faites, mes connaissances, elles ont évolué. Avec Ninja Warrior et mon titre de vice-champion de France de gym, j'ai un peu plus de rareté, ce que certains d'autres n'ont pas. Et donc, je peux facturer plus cher. Et globalement, ça m'a permis quoi? Ça m'a permis de facturer aujourd'hui mon coaching à plus de 100 euros par mois. Autrement dit, j'ai multiplié mes prix par 7. Exemple typique, ton objectif mensuel c'est de faire 1500 euros. Si on prend ma formule de coaching à 15 euros que je faisais à mes débuts, il me faudrait 100 clients par mois pour réaliser cet objectif. Aujourd'hui, étant donné que je facture à 100 euros le coaching, il me suffit de 15 personnes par mois pour réaliser ce même objectif. Et là tu vas me dire oui mais c'est la même chose que tes 100 personnes à 15 euros ou 15 personnes à 100 euros, tu vas gagner 1500 euros. Et non, c'est là que vous avez le mauvais raisonnement. Premièrement, économie de temps. Gérer 15 personnes et gérer 100 personnes, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, en gérant 15 personnes par mois, ça me prend moins de 5 heures par semaine. Et en gérant 15 personnes plutôt que 100, j'apporte beaucoup plus de valeur à ces 15 personnes parce que je peux plus m'appliquer avec elles et je peux prendre plus de temps avec elles. Alors oui, à la fin du mois, ça fera 1500 euros, mais vous apportez énormément plus de valeur à vos 15 clients que si vous en aviez 100. Et en plus de ça, vous avez beaucoup plus de temps libre. Deuxième point pour te différencier de tes concurrents. Maintenant que tu as augmenté ton niveau de compétence, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut des clients. Hop, on va un peu vite. Il te faut des prospects. Autrement dit, des personnes qui potentiellement seront intéressées par ton produit mais qui ne l'ont pas encore acheté. Aujourd'hui, on est noyé dans les réseaux sociaux et tout, mais ça ne passe pas forcément par là. Vous négligez un aspect très important qui est tout simplement la vraie vie. Première chose à faire, selon moi, si tu veux réussir dans le business, c'est de te constituer un réseau. Exemple concret, quand je suis sorti de mon BTS photographie, j'avais le bagage, on va dire que j'avais la compétence, le matériel et les outils techniques pour faire de magnifiques images. Seulement, j'avais pas de portfolio, j'avais pas d'images à montrer, j'avais pas d'expérience. Et t'as beau avoir les meilleures connaissances au monde et le meilleur savoir-faire, si tu n'as rien à montrer, si tu n'as aucune preuve, tu trouveras difficilement des clients. Imagine, tu te fais démarcher, le mec vient te voir, en fait je voudrais que vous soyez mon photographe de mariage, combien vous me demandez? Je vous demande 2000 euros pour le reportage complet. Ok, pas de souci, on a le budget, mais vous avez un exemple de mariage que vous avez fait à me montrer? Tu vas lui répondre quoi? Tu vas lui dire oui, mais en fait j'ai appris, j'ai la théorie, je sais le faire, sauf que j'ai encore jamais eu l'occasion. Penses-tu que le mec
non seulement va te payer 2000 €, mais en plus va te confier le plus beau jour de sa vie? Je t'en ai parlé en début de vidéo, mais l'expérimentation, encore une fois, est très importante. N'hésite pas à donner de ta personne et à proposer cette prestation gratuitement pour tout simplement te créer une base de clients. Et en plus de ça, le mec, il va faire quoi? Tu vas lui faire des putains d'images à son mariage, tu vas le faire gratuitement ou à tarif énormément réduit. Il va faire quoi, lui? Il va voir le résultat, il va dire waouh, ce mec, il est vraiment balèze. Bouche à oreille, bam, le mec, il va te recommander à toutes ces personnes et à tous ses potes qui vont se marier. Et là, à ce moment-là, tu auras quelque chose à leur montrer. Pareil, t'es coach sportif? Ok. T'as déjà coaché quelqu'un? Non. Tu sors de ton BPGEPS. Super. Donc t'as les connaissances, tu sais comment faire, mais tu l'as jamais fait. T'as pas de résultat. Donc, soit tu fais une promotion énorme, soit tu proposes de coacher, 5-6 personnes gratuitement, tu les suis sur 1 ou 2 mois et tu montres un réel avant-après. Et là, tu auras quelque chose à fournir pour la suite. Mais il est important de comprendre cette notion. Si tu veux vraiment recevoir, il faut que tu sois capable de donner. Donc donne de ta personne, fais-le de manière désintéressée, sans rien attendre en retour. Et t'inquiète pas, la vie fait très bien les choses. Donnez et vous recevrez. C'est tout simplement le principe d'action-réaction, dont on parlera dans un prochain épisode. Troisièmement, deviens remarquable. The Purple Cow, la vache pourpre. Encore une autre lecture que je te conseille, dont tu trouveras le lien en description. Ce livre, c'est une véritable mine d'or pour tous ceux qui cherchent à développer leur identité, leur branding, devenir remarquable. Le principe qui est décrit dans ce livre, il est relativement simple. Il dit tout simplement que plus ce que tu fais est bien fait, plus les gens vont parler de toi. Autrement dit, si tu produis du contenu de qualité, tu n'auras même pas besoin de faire ta propre publicité. Et je suis sûr que vous avez forcément des exemples qui vous viennent à l'esprit. Si je vous dis voiture haut de gamme, voiture de luxe, voiture de sport, vous pensez à quoi? À quelle marque? Je te laisse 2-3 secondes. Voiture de sport, voiture de luxe. Tu penses à quoi? Ferrari? Lamborghini? Tesla? Porsche? Pourquoi tout simplement tu penses à ces voitures? Identité, remarquable. Non, pas les mathématiques qu'on apprend au collège. Elles ont une identité et elles sont remarquables. D'ailleurs, à côté des marques qui font quelque chose de moins bien comme Peugeot, Volkswagen, Renault, etc., est-ce que tu as déjà vu une pub pour Ferrari, Lamborghini ou Porsche à la télévision? Non. Est-ce que tu as déjà entendu un spot radio Ferrari, Lamborghini, Porsche? Non. Est-ce que tu as déjà vu sur un arrêt de bus une pub Ferrari, Lamborghini, Porsche? Bien sûr que non. Moralité, si vous avez un peu de temps, je vous conseille vivement de lire ce livre, La Vache Pourpre. Il vous permettra de développer votre branding et votre identité pour devenir vraiment remarquable face à vos concurrents. Si tu respectes tous les points énoncés dans cette vidéo, je te garantis que tu peux atteindre ton indépendance financière et vivre de ta passion bien plus vite que tu ne le penses. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a apporté énormément de valeur. Quant à nous, on se retrouve dans le prochain épisode d'Immersion où je serai en compagnie de Guillaume à Lyon. Guillaume est un entrepreneur et accessoirement mon consultant qui m'aide à gérer tous mes business. Et on vous fera sûrement une vidéo ensemble, donc n'hésitez pas à laisser dans les commentaires le sujet que vous aimeriez que l'on traite. Sur ce, c'était Aurélien Roy, on se voit très fort bientôt. Peace.